Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre dans votre émission. Dites-moi tout, docteur, que vous regardez tous les dimanches après le journal de 13 heures. En Afrique subsaharienne, la cause la plus fréquente de mortalité est l'hémorragie massive, notamment chez les femmes et les enfants, qui constituent la couche la plus vulnérable, mais aussi les patients des personnes ou des victimes. Pourquoi donc? Quelle est l'importance de la transfusion sanguine? Ces éléments de réponse tout à l'heure. Et maintenant, avec notre invité du jour, Dr Abba Nyako-Yves, directeur général de CNTS, entendez par Centre national de transfusion sanguine, qui est notre invité de cet après-midi. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue. Bonsoir, Dr Abba. Merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos questions et à celles des téléspectateurs, qui sera la deuxième partie de l'émission. Pour participer, chers téléspectateurs, appelez au 622 58 90 73. En attendant la libre antenne, nous allons nous entretenir avec notre spécialiste de la transfusion sanguine et nous revenons à vous, docteur, tout de suite après ceci. Retour donc sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre sujet d'aujourd'hui, notamment la transfusion sanguine. Le Centre national de transfusion sanguine contribue donc à améliorer la couverture, la qualité du sang et des produits sanguins en vue de réduire la mortalité des couches vulnérables, comme cité tout à l'heure, aux pénuries de sang et autres. Alors, docteur, depuis quand ce centre existe-t-il? Bonjour madame et bonjour aux nombreux téléspectateurs de la RTG à travers la Guinée, l'Afrique et le monde entier. Et surtout merci pour l'opportunité que vous nous offrez de nous adresser à ceux qui veulent comprendre ce que c'est que la transfusion sanguine. Ceci dit, le Centre national de transfusion sanguine a été créé en 1988. Allez-y, depuis 1988. Depuis 1988, les premiers statuts et organisations du Centre national de transfusion sanguine ont été publiés par décret. Et à partir de 1995, il y a eu changement de statut pour que le Centre national de transfusion sanguine, qui était un service du ministère de la Santé, soit, selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, un EPA, un établissement public à caractère administratif. Mais au vu des difficultés que le centre a eues dans son fonctionnement, l'État a cru devoir revenir sur ce statut pour que le centre devienne, à partir de 2009, plutôt un service rattaché du ministère de la Santé. D'accord. Alors, il faut rappeler que l'objectif du centre, c'est collecter du sang stocké en qualité et en quantité afin de sauver des vies. Sa survie également est liée aux différents rapports tissés avec les ONG et les associations bénévolat de donneurs de sang, n'est-ce pas, docteur? Alors, nous savons que ces bénévoles ou ces associations donnent gratuitement le sang. Et après le traitement, après dépistage systématique, après soumission de tous ces sangs aux normes internationales, ce sang est revendu à un prix que nous voulons savoir tout à l'heure. Et pourquoi ces sangs sont revendus?
Je ne dirais pas que ce sang est revendu, puisque le sang, par définition, c'est une partie de notre organisme. Tout à fait. Et un organe humain ne peut pas faire objet de vente. D'accord. C'est bien pour cela que les textes éthiques en matière de transfusion sanguine ont voulu que le don de sang soit un acte plutôt volontaire, c'est-à-dire que le donneur ne doit subir aucune pression extérieure, c'est sa volonté qui compte, mais aussi le don de sang, c'est un acte qui devrait contribuer à sauver une vie. Sauver une vie, ça devrait être la seule motivation pour le donneur de sang pour faire don de son sang. Deuxième élément, ce don de sang ne devrait pas faire objet de profit. Ça veut dire quoi? Que les centres nationaux de transfusion sanguine ne devraient pas, à partir du moment où ils ont collecté le sang, tirer profit de ce sang-là en le vendant au plus cher à ceux qui sont bénéficiaires de la transfusion sanguine. Troisième élément, le don de sang ne devrait pas non plus être un acte où il y a une redevance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le donneur de sang, à partir du moment où il a fait don de son sang, c'est de façon anonyme, c'est de façon volontaire déjà, mais il ne doit pas s'attendre à quelque chose de la part de celui-là qui va bénéficier de la transfusion sanguine. Et l'autre élément le plus important de ce code éthique, c'est que le don de sang ne doit pas faire l'objet de profit de la part des centres nationaux de transfusion sanguine. À partir du moment où ils ont donc collecté le sang, ils ne doivent pas utiliser ce sang-là pour, disons, faire un marchandage. Donc voilà un ensemble d'éléments éthiques qui règlent le don de sang. Mais la transfusion sanguine, c'est un acte de santé. Et dans notre pays, selon le code de notre santé, il y a, lorsque vous bénéficiez d'un soin, une contribution que l'État a jugé nécessaire de demander aux bénéficiaires de ce soin-là. C'est dans ce cadre que un coût forfaitaire qu'on appelle coût de recouvrement a été défini par une commission interministérielle pour l'ensemble des personnes qui bénéficient d'une unité de produits sanguins. Et ce coût, c'est 13 500 pour la région de Conakry. Donc le prix doit être homologué dans tous les centres de santé. Normalement, ça doit être à ce prix-là, 13 500. 13 500, c'est ce coût qui a été défini dans un premier arrêté interministériel, mais qui a été revu à partir de 2009. Et à partir de 2009, le coût qui a été retenu, c'est plutôt 20 000 francs pour les structures de l'intérieur du pays, mais le ministre de l'époque a jugé nécessaire, puisque la plupart des bénéficiaires de transfusion sanguine sont au niveau de Conakry, qu'on maintienne les 13 500 pour la région de Conakry. Et à l'intérieur? À l'intérieur du pays, c'est plutôt 20 000 francs guinéens, puisque venir chercher les poches à sang, venir chercher les intrants donc, de transfusion sanguine nécessite d'autres dépenses. Mais comparer ce coût au coût de la production d'une unité de poche de sang, c'est un coût très dérisoire. Puisque quand nous faisons les évaluations sans tenir compte de l'ensemble des critères qui entrent dans la production d'une poche de sang, nous nous situons autour de 300 000 et quelques. De poche de sang? Pour produire une poche de sang, sans tenir compte du salaire que l'État paye aux agents de santé, mais plutôt des simples intrants qui entrent dans la production d'une unité de poche de sang. D'accord. Alors, docteur Abba, je rappelle, vous êtes directeur général du centre de
CNTS, entendez par CNTS. Centre national de transfusion sanguine à Conakry. Oui. Aujourd'hui, est-ce que ce centre a-t-il la capacité requise de stockage euh, lorsque nous connaissons la démographie que connaît le pays, l'exode rural? Oui. On veut dire et on veut comprendre ici quel est donc le taux de prélèvement annuel pour le ravitaillement, pour fournir les autres CHU. En termes de transfusion sanguine, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Vous avez d'un côté l'infrastructure que l'État et ses partenaires techniques et financiers doivent mettre en place pour permettre aux structures de transfusion sanguine de travailler dans les conditions les plus décentes, mais aussi pour permettre aux donneurs de sang de se sentir à l'aise lorsqu'ils viennent faire don de leur sang. Deuxièmement, vous ne pouvez pas parler de produits sanguins sans possibilité de conservation. Et ces moyens de conservation sont donc fondamentaux pour nos centres de transfusion sanguine, mais pas plus important que l'intervention des donneurs de sang, puisqu'on ne peut parler de centre de transfusion sanguine que lorsqu'il y a un donneur de sang. Donc, si on prend aujourd'hui un à un les différents éléments, le Centre national de transfusion sanguine dispose d'une infrastructure, bien que disponible depuis 2003, donc ne répondant plus au développement actuel et futur des activités de transfusion sanguine, mais cette infrastructure est là. L'État également a mis les poussées doubles depuis 2011 pour que les intrants de transfusion sanguine ne fassent plus défaut dans notre pays. Et donc c'est une avancée inestimable que nous avons au niveau Si je comprends bien, le centre répond aujourd'hui aux normes internationales. Le centre, le CNTS. Je ne dirais pas que nous répondons aux normes internationales, mais en termes de sécurité, De conservation. en termes de conservation, en termes de disponibilité des intrants, oui, le Centre national de transfusion sanguine répond aux normes internationales. Alors, allez-y. Puisque techniquement, nous avons bénéficié par le passé de l'appui de certains centres de transfusion beaucoup plus développés, l'établissement français du sang par exemple, qui ont fait une évaluation pour voir si nos conditions, notre façon de travailler, notre façon de qualifier le sang correspondait aux normes internationales. Et je suis heureux de vous dire que oui, nous sommes dans les normes dans ce sens-là. Alors, cette question nous amène à poser celle-ci. Oui. Avec le progrès de la science, de la technique, tout ça, c'est pour nous édifier si on répond toujours. Hein? On répond, mais si on répond avec qualité et quantité, est-ce qu'aujourd'hui on peut se permettre de parler des risques de contamination et au passage nous rappeler quel est donc le système de transfusion chez nous? Voilà, j'allais continuer si vous m'avez laissé continuer. Alors, ça revient au même. Hein? Côté équipement, côté disponibilité des intrants, ça va. Mais côté critères de sélection des donneurs, le bas blesse. Puisque au vu et au su du code éthique en matière de sécurité transfusionnelle, nous ne devrions collecter du sang que sur les personnes qui sont volontaires, qui se sentent en bonne santé. Et qui sont sains aussi. Hein? Pardon? Qui sont sains. Évidemment, j'allais en venir. Et qui se sentent donc en bonne santé et qui se disent que eux, ils sont sûrs d'eux-mêmes et donc en donnant leur sang, ils savent que ce sang va contribuer à sauver une vie. Mais ce n'est pas aujourd'hui le cas chez nous. Alors le cas chez nous, c'est quoi? Compte tenu de la rareté de ces personnes,
responsables qui se disent oui, il y a des personnes qui ont besoin de sang. Il faut les sauver en contribuant, en donnant son sang de façon régulière. Nous avons été amenés à appliquer une alternative. Laquelle? C'est demander aux familles une contribution en nous mettant à disposition, lorsque elles ont besoin d'une poche de sang, 2 donneurs au moins. Ces 2 donneurs qui viennent répondre en termes de quantité aux besoins du pays, mais en termes de qualité, non, puisque ce ne sont pas des personnes volontaires pour répondre, pour satisfaire au code éthique en matière de don de sang. Deuxièmement, il y a que lorsque vous vous sentez en bonne santé, on va faire des tests, mais ces tests, pour une première fois, ne vont pas répondre à ce que nous appelons dans le jargon technique la fenêtre sérologique. Il y a que les donneurs qui viennent de façon régulière, qui ont déjà dépassé cette fenêtre sérologique, qui sont vraiment bien. Donc, en collectant du sang chez les personnes de la famille, on ne répond pas à ce critère de fenêtre sérologique, et donc il y a là le bas qui blesse. Deuxièmement, quelqu'un qui vient à l'hôpital avec une demande de sang, c'est quelqu'un déjà qui est sous pression du fait de la maladie de son parent. Si c'est une personne qui n'a jamais entendu parler de transfusion sanguine, et vous lui demandez de faire don de son sang, vous lui exercez une pression supplémentaire, et ça fait que donc nous ne sommes pas dans les conditions idéales pour dire que nous répondons aux normes internationales en matière de don de sang. Alors, on parlait, si je comprends bien, vous parlez donc de la rareté des personnes volontaires. Exactement. Pour venir au centre. Alors, quelle est donc votre stratégie pour de recrutement de ces donneurs? Notre stratégie, c'est plutôt établir des relations avec des associations déjà qui existantes, qui connaissent donc l'importance du don de sang. Est-ce que ces volontaires sont réguliers quand même? Il y a quelques-uns qui sont réguliers, mais c'est pas tout le monde. Il y a des ONG qui annuellement organisent des séances de collecte de sang, mais après cette unique séance par an, ça suffit pas, c'est insuffisant. Elles ne reviennent pas. Elles ne reviennent pas, et donc ça ne répond pas aux critères de dons réguliers. D'accord. Donc notre stratégie d'abord, c'est d'aller vers ces ONG qui sont prédisposées à nous accompagner. Donc pour les accompagner à travers la formation, soit à la sensibilisation de la population, mais aussi à aller vers les jeunes. La couche juvénile, c'est une population cible importante puisqu'elle connaît dans la majorité des cas le risque lié à la transmission du VIH, à la transmission des hépatites B et C. Donc cette couche juvénile est pour nous une population cible. Donc nous partons dans les écoles, dans les universités pour sensibiliser cette couche jeune sur l'importance du don de sang, sur la nécessité de donner son sang pour sauver ceux qui sont dans le manque de sang. Alors vous, est-ce qu'on ne peut pas considérer cette campagne d'aller vers les écoles, les universités? Est-ce que ce ne serait pas une sorte de journée internationale ou bien c'est, je ne sais pas, est-ce qu'une journée internationale donc est dédiée à ça pour en quelque sorte collecter du sang? Non, la journée internationale... Nationale, disons nationale, nationale, oui. Parce qu'il ne faut pas que le centre soit en pénurie de sang.
Oui, cette stratégie d'aller vers les populations cibles est une stratégie permanente. Il n'y a pas de date limite, il n'y a pas de À durée chaque fois que limite. l'occasion se présente, Chaque fois que le besoin se fait se fait sentir sentir, et le besoin se fait sentir tous les à tout jours, moment. malheureusement, donc nous sommes obligés d'aller vers ces populations cibles pour donc les entretenir. Euh, En plus de cela, puisque les élèves, les étudiants partent en vacances, nous ne pouvons pas travailler qu'avec ce groupe. Nous travaillons aussi avec certains services publics, certains services La société civile en général. privés, la société civile, donc pour leur montrer l'importance du don de sang, pour les amener à nous accompagner pour que le sang soit disponible En qualité et en quantité. en qualité, en quantité, et en quantité D'accord, pour on va les parler. populations Alors, qui ont tout ça besoin. nous amène à toujours comprendre quand il y a pénurie, quand les volontaires ne sont plus présents, et les conditions sont-elles réunies pour améliorer de manière significative la sécurité, la disponibilité. Vous l'avez dit tout à l'heure, docteur Abba, du sang pour sauver des vies et sauver des malades. Ah oui, notre rôle, puisque le don de sang, le sang que nous collectons provient d'une personne. Et cette personne a besoin de sa sécurité sur le plan sanitaire. Nous devons donc à tout prix assurer cette sécurité sanitaire pour le donneur de sang. Deuxièmement, le sang que nous collectons après traitement, après analyse, après préparation doit aller sur une personne. Nous devrions nous rassurer que les problèmes du donneur les problèmes de santé du donneur ne soient pas transportés sur le receveur. Donc ce Double casquette. élément, ce double élément de sécurité pour le donneur et pour le receveur est pour nous fondamental dans notre fonctionnement et nous devons nous rassurer à tout prix que chaque jour nous parvenons à assurer cette sécurité-là. Alors, quels sont vos rapports avec les, les grandes, les grands centres hospitaliers, les deux grands centres, les deux CHU de la place? Oui, avant 2011, avant notre prise de service, donc ces unités hospitalières étaient fermées puisque faute de possibilité de les faire fonctionner. Avec notre arrivée et les stratégies que nous avons mises en œuvre, et surtout avec l'apport de l'État pour rendre disponibles les intrants, nous avons pu donc rendre disponible un stock de sécurité. Ce stock de sécurité, d'abord, c'était pour le CNTS et lorsque ça s'est amélioré, nous avons étendu ce stock de sécurité à ces deux unités hospitalières avant finalement d'ajouter l'unité hospitalière de Ratoma. Donc, dans ces sites, nous entreposons faute de pouvoir donc entreposer la quantité de sang nécessaire au fonctionnement de ces unités, nous entreposons un stock de sécurité et c'est dans ce stock de sécurité que les patients qui viennent avec des demandes sont satisfaits. Ils sont satisfaits, je l'ai dit. Et au niveau du Centre national de transfusion sanguine, avec l'amélioration de notre stock de sécurité et surtout avec les moyens de préparation des produits sanguins, puisque avant c'était du sang total qui était transfusé, on collectait le sang chez le donneur et faute de pouvoir séparer ce sang en ses composants, on transfusait ce sang à l'État, après bien sûr les analyses, sur un patient donné. Mais avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé et de la coopération japonaise internationale, nous avons pu avoir un moyen de préparation des produits sanguins. Et donc aujourd'hui, nous séparons le sang en ses composants et nous distribuons au patient le produit dont il a besoin. Donc ça améliore notre capacité
Et donc, nous sommes à mesure actuellement de dire que nous avons une certaine quantité, un seuil en termes de stock de sécurité. C'est ce qui nous permet aujourd'hui, lorsque quelqu'un n'a pas de donneur, de lui dire il faut faire un engagement pour que vous puissiez avoir votre poche de sang, et lorsque vous aurez le donneur, vous pourrez venir. Et deuxièmement, les donneurs, les patients qui prennent le sang à répétition, je veux parler des drépanocytaires, je veux parler des dialysés, par exemple, entre autres. Donc, nous leur délivrons des certificats, aussi, les hémophiles, exactement, nous leur délivrons des certificats de prise en charge. Avec ces certificats de prise en charge, ils n'ont plus besoin de fournir les donneurs. Pour nous, c'est une première étape qui nous permet d'évoluer vers la satisfaction de l'ensemble des besoins du pays sans exiger de donneurs à la famille, sans soumettre donc les familles à un stress supplémentaire. Les associations vous accompagnent, les ONG. Est-ce qu'il y a des institutions aussi qui vous viennent au secours? Vous avez parlé tout à l'heure de l'OMS, Oui. également vous avez parlé tout à l'heure aussi du Japon, hein, le pays Oui, le oui, Japon oui, aussi, la coopération japonaise. La coopération japonaise aussi qui vous accompagne. Est-ce qu'il y a d'autres? En dehors de ces structures, il y a des structures, il y a d'autres organismes internationaux qui nous accompagnent. Je veux parler de l'UNFPA qui a appuyé par le passé la formation du personnel en termes de sécurité transfusionnelle, en termes d'utilisation rationnelle du sang, mais aussi qui nous a permis de mettre en place dans les structures de l'intérieur du pays, disons, des banques vivantes, puisque les moyens de conservation n'étaient pas dans ces structures-là. Il était question de former des agents de la Croix-Rouge pour que ils identifient les donneurs, et en cas de besoin, simplement il fallait faire appel à ces agents-là pour mobiliser un donneur qui allait faire don de son sang pour donc satisfaire le besoin du patient. Alors, docteur Abba, parlez-nous des grandes réformes engagées à ce jour au niveau du CNTS. Les grandes réformes, j'en ai déjà Rappelez donc les grandes parlé. Réformes. Avant de nous rappeler encore, parce qu'on rappelle toujours, oui. C'est pour permettre aux téléspectateurs de comprendre comment ça fonctionne au Centre national de transfusion sanguine. Oui. Vous allez nous rappeler donc les grandes réformes engagées à ce jour, mais également les difficultés rencontrées. Avant 2011, on n'était pas capable de dire sur le territoire guinéen que l'ensemble des postes qui étaient transfusés étaient testés à 100% pour l'infection à VIH, pour l'infection au virus de l'hépatite B, de l'hépatite C, mais aussi pour la bactérie qui est responsable de la syphilis. Avec l'appui de l'État, aujourd'hui, nous pouvons dire que 100% des postes qui sont transfusés dans notre pays, selon les recommandations de l'OMS, ces postes-là sont testés par rapport à ces paramètres-là. Deuxièmement, le sang total qui était transfusé, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui pour la région de Conakry, puisque nous parvenons à séparer les dons de sang en composants sanguins et chaque patient est satisfait par rapport aux produits sanguins dont il a besoin. Troisièmement, les moyens d'analyse, de qualification des produits sanguins, ce n'était que des tests rapides. Les tests rapides ont une moindre sensibilité par rapport à des moyens beaucoup plus développés. L'intervention de l'État nous a permis d'avoir un automate pour la région de Conakry, et cet automate, c'est ce qu'il y a comme moyen de traitement, de qualification des produits sanguins dans les pays de la sous-région, mais aussi dans les pays développés comme la France, comme la Belgique et entre autres.
Donc c'est une grande avancée pour notre pays. Alors, allez-y, allez-y. Docteur, allez-y, nous allons entamer la deuxième partie de l'émission. Alors, l'OMS, selon l'OMS, c'est uniquement, je rappelle ce que vous avez dit, à travers chacun et chacune d'entre nous, aux dons volontaires du sang, qu'il sera possible de garantir l'accès universel au sang non contaminé. Vous l'avez dit tout à l'heure, les difficultés rencontrées avant que le numéro s'affiche au bas de l'écran pour que les téléspectateurs vous appellent pour vous poser des questions. D'accord. Et ce que j'avais voulu ajouter, c'est que l'OMS recommande que 10 dons soient collectés pour 1000 habitants dans une communauté pour pouvoir satisfaire à l'ensemble des besoins de cette communauté. Nous sommes partis de 2,5 dons pour 1000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 5,4 dons pour 1000 habitants. C'est loin des 10 dons pour 1000 habitants, mais c'est quand même une avancée pour nous. Docteur, est-ce que vous avez un appel à lancer à ceux qui nous suivent, aux autorités? Il faut être plus clair pour que les conditions de travail du centre changent, que ce soit à l'image des autres pays de la sous-région. Merci pour cette question, parce que malgré les avancées, tout n'est pas rose. Et quand vous prenez le centre de transfusion, c'est un service national, ce n'est pas que la région de Conakry. Et donc, lorsque vous prenez les structures de l'intérieur, il y a des problèmes d'infrastructure qui se posent avec acuité. Premier aspect. Deuxième aspect, il y a des problèmes d'équipement qui se posent avec acuité, que ce soit d'ailleurs pour les structures de l'intérieur que pour le niveau régional de Conakry. En plus de cela, les appuis que nous recevons aujourd'hui ne tiennent pas compte de notre capacité à faire la promotion du don de sang. Ces appuis se concentrent beaucoup plus sur les équipements, sur l'amélioration des équipements. Ça, c'est logique, mais il faut se dire que même si on a l'infrastructure, même si on a les équipements, derrière, il faut faire la promotion du don de sang, il faut donner les moyens de collecte de sang pour qu'on puisse collecter du sang et mettre dans les équipements. Mais moi, j'aurais voulu que vous rajoutiez la formation aussi du personnel soignant. J'allais en venir, puisque je vous ai parlé dès le départ de notre double casquette, la sécurité du donneur, mais aussi la sécurité du receveur. Il est nécessaire pour nous que le personnel technique soit formé aux techniques de sécurité transfusionnelle pour que aucun agent transmissible ne passe à travers les mailles, par exemple, pour arriver sur le receveur. Mais aussi au niveau de l'utilisation du sang, c'est pas dans tous les cas d'anémie qu'il faut utiliser le sang. Donc, le personnel soignant, les médecins, les sages-femmes, les infirmières, doivent aussi être formés à l'utilisation rationnelle du sang pour que le stock qui est disponible soit utilisé dans les conditions où il faut. Qu'on ne se dise pas, bon, j'ai un patient qui a 5 grammes d'hémoglobine, il faut que je le transfuse obligatoirement. Ce taux d'hémoglobine de 5 grammes, la façon de venir jusqu'à ce taux d'hémoglobine explique la possibilité que ce soit de façon progressive et que le patient, avec ses moyens d'adaptation physiologique, puisse supporter ce taux d'hémoglobine sans transfusion. Donc, dans la plupart des cas, les médicaments sont indispensables au lieu que ce soit la transfusion. Alors, docteur, les gens qui ont le taux d'hémoglobine en trop, comment est-ce qu'ils peuvent savoir qu'ils doivent donner du sang? Parce que quand il y a de trop, ils peuvent faire une hémorragie interne. Selon nos conditions de collecte de sang, lorsque vous avez
un taux d'hémoglobine de trop, nous ne vous prenons pas. Mais il y a une fourchette. Pour un homme adulte, lorsque vous avez un taux d'hémoglobine compris entre 13,5 et 18 grammes par décilitre, vous êtes éligible à condition que vous répondiez aussi aux autres critères du don de sang. Pour une femme, lorsque vous avez un taux d'hémoglobine compris entre 12,5 et 16 grammes, vous êtes éligible à condition que vous répondiez aussi aux autres critères de don de sang. Mais lorsque vous dépassez ces fourchettes, on doit se poser des questions. Est-ce que vous n'avez pas une maladie hématologique? Auquel cas, nous ne pouvons pas vous prélever pour un but de traitement. D'accord. Alors, le numéro va bientôt s'afficher au bas de l'écran. Un message à l'endroit des volontaires qui ont décidé et qui sont maintenant réticents. Ils donnent plus de sang. Un message à l'endroit de ces jeunes, pour qu'ils reviennent. Car donner du sang, c'est sauver, donner une poche, ou plusieurs d'ailleurs, c'est sauver une vie. Oui, il y a aujourd'hui beaucoup de spéculations sur les services de transfusion sanguine. Ces spéculations disent que, par exemple, le sang est vendu alors que c'est donné gratuitement. Mais j'aimerais dire à la population guinéenne que lorsque vous allez en Europe, la France, la Belgique, que je connais suffisamment, une poche de concentré globulaire peut être vendue jusqu'à 200-300 euros. 200-300 euros comparé à 13 500, vous voyez l'écart. C'est rien du tout. Mais ce sont pourtant des pays qui collectent l'ensemble de leurs besoins en sang sur des donneurs volontaires, sans compter le fait que ce jeu, l'individualisme est beaucoup plus développé que chez nous. Nous sommes une population hospitalière par excellence. Nous avons des relations sociales beaucoup plus développées que ces pays-là. Mais qu'est-ce qui nous empêche que aujourd'hui on puisse donner notre sang pour sauver nos prochains? Le numéro? Allô? 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 C'est parti, c'est pas grave. Docteur, on parlait des gens qui veulent plus des volontaires. Ils sont devenus récalcitrants. Oui. Ils reviennent plus au centre. Oui. Allô? Allô? Oui. Bonjour, bonsoir. Ouais, je suis l'émission sur la RT, je sais pas, qui parle des donneurs du sang, quoi. Excusez-moi, comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez, messieurs? Moi, je vous appelle Symphonie. De Symphonia. Oui, Symphonie. Allez, nous vous écoutons. Vous avez une question pour le spécialiste du jour? Allô? Malheureusement, c'est parti. On a... Allô? 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 Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir. Comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Je m'appelle Mambo de Kaba, je vous appelle depuis Kipé. De? Kipé. D'accord. Nous vous écoutons, monsieur Kaba. Ok. Moi, ma question est la suivante. Allez-y. Je dis, des fois, j'ai envie d'aller donner le sang au centre de transfusion sanguine, mais des fois, j'ai des doutes. Lesquels? Bon. Est-ce que si je donne mon sang, est-ce que je n'aurai pas d'autres ennuis après?
Maintenant, et quels sont les avantages, par exemple, quels sont les avantages pour des donneurs de sang? Il est là, il a compris, il vous répond. Merci, c'est des questions de fond. Lorsque vous partez pour donner votre sang, j'avais dit tantôt que notre devoir était d'assurer la sécurité et du donneur et du receveur. Donc le début, c'est un questionnaire qu'on va vous administrer, auquel vous allez répondre. Selon la réponse au questionnaire, le médecin de collecte va savoir si vous êtes éligible ou pas. Ça, c'est d'une part. De l'autre part, le médecin de collecte va faire une visite médicale pour déterminer votre aptitude, quelle que soit la réponse que vous avez donnée au questionnaire. Il va donc déterminer votre tension artérielle, il va demander votre âge, il va également demander si vous n'avez pas suivi des soins ces derniers temps. Est-ce que vous n'êtes pas en train de prendre un médicament qui est contre-indiqué? Donc, selon les réponses à toutes ces questions, et le constat que le médecin de collecte va faire, il va décider en connaissance de cause, en tenant compte du taux d'hémoglobine, que vous pouvez faire don de votre sang ou pas. Lorsque donc, après analyse des réponses au questionnaire et du constat fait par le médecin de l'entretien médical, il juge que vous ne devez pas vous donner votre sang, j'allais dire, par sécurité pour vous-même, il va vous dire, non, abstenez-vous de donner maintenant là, mais venez une autre fois, on va procéder à une autre évaluation. Si cette évaluation révèle que vous pouvez donner votre sang, vous donnerez votre sang. Donc, l'un de nos soucis majeurs, c'est protéger nos donneurs et protéger aussi nos receveurs. Donc, il n'y a pas de risque lorsqu'on répond à tous les critères du don de sang que l'on court des risques après le don de sang. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Je suis Amar Bari. Je D'accord. vous appelle depuis Kolomasolo Primo. Merci. Vous avez une question pour notre invité du jour? Oui. Allez-y. Nous vous écoutons, monsieur Barry. Oui, j'ai bel et bien une question pour monsieur. Allez-y. Bien, le service, qu'est-ce qu'ils sont en train de préconiser pour que le service soit plus rapide? Parce que quand on a un problème de sang, c'est très urgent. Mais quand vous venez au service de transfusion sanguine, vous passez toute une journée. C'est la question? Il est mieux placé, c'est le directeur général du Centre national de transfusion sanguine. Alors, les gens prennent quand il y a l'urgence. Oui. Il faut se dire que la question de sang, c'est une question d'urgence. C'est bien pour cette raison qu'au niveau de Conakry, nous avons rouvert Ignasdine Donka et nous avons créé une unité hospitalière à Ignasdine. Et nous avons entreposé des stocks à ce niveau-là. Donc, lorsque le besoin est urgent, aujourd'hui, nous avons dans nos procédures la possibilité, avant que vos donneurs soient sélectionnés et qu'ils puissent donner le sang, il y a possibilité que vous fassiez un engagement et qu'on vous donne la poche à l'urgence et que votre patient soit sauvé, quitte à vous d'amener les donneurs ou de ne pas amener. Mais il faut amener, ça vous permettra de ne pas être en pénurie en rupture. Naturellement. Mais je peux vous montrer la pile d'engagement que nous avons. Ça, c'est sûr. Voilà. Sûr. Donc, il y a possibilité que les gens s'engagent lorsque le besoin est urgent pour que le patient soit sauvé. Parce que la priorité pour nous, c'est ça. Hein? Notre compétence se manifeste par le fait que nous sauvons des vies. Pas donner la poche pendant qu'on n'a plus besoin parce que simplement le patient n'est plus là.
Il a compris. Hein? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous appelez? D'où vous nous appelez? C'est Jebolemou Daniel Suzanne. Je vous appelle depuis Béchia. D'accord. Nous vous écoutons, monsieur Daniel. Oui. Je suis en train de suivre avec intérêt l'émission des dons de sang par rapport au directeur. Juste, je voulais savoir, par rapport aux donateurs de sang, au niveau de la Croix-Rouge, dans les CPCR, Oui. parfois nous venons avec des patients et que nous sommes donateurs, mais c'est difficile d'avoir l'accès et nous avons des cartes membres de transfusion sanguine. Étant formateur, il est très difficile que nos patients aient du sang. Mais à chaque fois qu'il y a l'affaire des donateurs, on donne et on dit que le stock est là pour nous faciliter au moins. Ouais. Qu'est-ce qui se passe souvent à ce sujet? Docteur Ava? Oui, je remercie M. Daniel. L'un des avantages pour le donneur de sang, c'est la possibilité de disposer chez nous du sang et de façon gratuite pour soit son conjoint, soit sa conjointe, soit ses parents, le père, la mère, soit aussi ses enfants. Mais lorsque le patient ne correspond pas à ces critères, il est difficile, compte tenu du niveau limite de stock, que les gens puissent satisfaire le besoin. Et de toute façon, puisque c'est des gens très souvent qui ont donné le sang, lorsque le besoin est exprimé, par exception, on peut demander qu'on puisse satisfaire. Parce que, imaginez-vous, si derrière un seul donneur, on devrait prendre l'oncle, la tante, et les jeunes frères, les jeunes sœurs et les amis, Ça devient un peu compliqué. dans des conditions où nous n'avons pas déjà de stock suffisant, ce serait très compliqué pour nous. Donc très souvent, les donneurs qui traînent pour accéder à la poche de sang demandée pour leurs patients, c'est des cas qui ne correspondent pas aux critères définis par nos procédures comme avantage du don de sang. D'accord. On va prendre... Allô? Le dernier, hein? On n'a plus Allô? de temps. Docteur, vous êtes... Allô? Bonsoir, Oui, bonsoir, messieurs. vous allez bien? Très bien. On n'a eu que des hommes aujourd'hui, hein? Et pourtant, les femmes aussi doivent Ah, nous appeler, hein? Alors, lors des accouchements et autres, nous vous écoutons, monsieur. Bon, lors de l'accouchement de ma belle-sœur, Oui? à l'an 2000, Avant Allô? 2000. à l'an des années 2000, hein? Oui. Allô? Allez, oui, nous vous écoutons très rapidement, nous n'avons plus de temps. Ok, bon, d'accord. Lors de l'accouchement de ma belle-sœur à l'an 2000, on a été là-bas, on nous a donné ici des poches de sang. Mais on a donné, moi j'ai donné pour moi et même ma femme. Après maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont fait payer l'autre poche. Où ça doit rester? Il n'est pas compris ce service et je vais traiter un antécédent. C'est ma question. C'est la dernière question, docteur Rabat. Très rapidement, nous n'avons plus de temps. Rapidement. On est pris par le temps. Rapidement, demander 2 donneurs à la famille qui demande une poche, c'est une stratégie qui a été définie en accord avec le ministère de la Santé pour pouvoir renforcer le stock de sécurité au niveau du éviter sang. les pénuries de sang. Voilà, pour éviter les pénuries de sang. Si nous avions suffisamment de donneurs volontaires, cette mesure n'existerait pas. Donc, la deuxième poche qui est collectée, non seulement elle n'est pas analysée à 100%, elle va passer par d'autres procédures d'analyse. Oui. Si elle est bien, si toutes les 2 poches collectées sur les 2 donneurs sont bien, on va les mettre dans le stock. Mais très souvent,
c'est des postes que l'on élimine aussi. Donc, c'est des mesures pour nous permettre de sécuriser davantage notre stock de sécurité, pour renforcer la disponibilité du sang. Je crois que c'est fini, c'est la fin de ce numéro de ce dimanche. Et nous avons comme invité Dr Haba Akwei Yves, directeur général du Centre national de transfusion sanguine à Conakry, qui a été notre invité de ce dimanche. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à la réalisation de ce numéro. Prompt rétablissement à tous nos malades administrés dans les différents centres hospitaliers. Prompt rétablissement à ma tante Hawa Hadja Sidibé qui est déjà couchée à l'hôpital et qui doit retrouver très rapidement la santé. Et merci également à tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs. Et prenez soin de vous, de votre environnement, de votre alimentation et surtout gardez le sourire. Encore une fois, mesdames et messieurs, merci et à la semaine prochaine.